Le crédit social chinois tient plus en fait d'expérimentation, très localisée, assez peu aussi technologisé qu'on nous le vend en fait. Vous êtes scoré pour avoir une place en crèche, vous êtes scoré à la caisse d'allocation familiale, vous êtes scoré de partout. En fait, vous êtes même scoré sur Tinder. Est-ce que ces scores sont adaptés aux calculs que l'on souhaite faire? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont équitables? Qui ne calculent pas très bien la plupart du temps et ils calculent encore moins bien certains types de publics. C'est vraiment une chimère du calcul. Ce que je raconte, c'est pas de calcul pour nous sans nous, en fait. T'as changé quand même, hein. Avant, tu voulais sauver le monde, et là, tu fais du business. Bah attends, c'est une façon super pragmatique de changer le monde. Si j'arrive à faire ce deal, tu peux même pas imaginer l'enjeu. Ce serait comme introduire la logique des labels bio en Chine, et pas seulement pour le thé. Après, ça peut être pour le soja, pour... Non mais c'est une révolution en fait. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Wouhou, Trench Tech! Nous voilà repartis pour un épisode. Ça va être la révolution en fait. Salut Cyril. Salut, putain, j'en peux déjà plus. Ah ouais, je débarque de l'énergie là. Alors attention, qui n'a pas entendu parler du crédit social en Chine? Cyril, toi t'en as forcément entendu parler. Oh bah oui, tout à fait. Ouais, tu sais, ce cauchemar bien réel, tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror. Bon, juste pour être sûr, hein, le crédit social, c'est ce système qui fait que chaque citoyen est constamment noté pour ses bonnes et pour ses mauvaises actions. C'est basé sur de la reconnaissance faciale déployée partout sur le territoire. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend dans la presse. Et puis avec ça, tu as un score de citoyenneté qui, selon ton score justement, peut te voir interdire la commande d'un billet de train, le fait de passer ton permis de conduire ou l'accès à un service public. Alors de même que Audrey Tautou veut introduire les labels bio en Chine, ce serait la révolution en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train d'introduire le crédit social en France finalement? Tu parles d'une révolution. Moi je me souviens d'une époque où les blogueurs se battaient pour avoir un indice d'influence, le clout. Wow. Donc et puis de toute façon en Europe on a les AI Act pour nous protéger, non? Ouais, t'as raison, on a cette chance d'avoir les AI Act puisque le règlement interdit formellement le déploiement de systèmes de crédits sociaux ainsi que la reconnaissance faciale sur la voie publique. Tout va bien alors, vous pouvez reprendre une activité normale, c'est la fin de cet épisode. Pas si vite. Si ce crédit social généralisé ne verra certainement pas le jour en Europe, que dire des dizaines d'algorithmes qui nous trient, qui nous notent, qui nous scorent en permanence, tant dans les services publics qu'on va le voir aussi dans les services privés. Adapter le prix d'un billet de train selon notre profil client, accorder un crédit bancaire selon notre profil de risque, être suspecté de fraude selon notre profil citoyen, avoir peu... ou pas à l'école supérieure dont on rêve pour nos études. Derrière tout ça, il y a des algorithmes. Certains n'hésitent pas à parler de crédit social à l'occidental, un crédit social qui ne dirait pas son nom finalement. Alors certes, ici, ce n'est pas l'État qui est aux commandes de toutes ces décisions. C'est déjà pas mal. Mais il y a quand même de quoi s'interroger. Et pour répondre à toutes nos questions, on reçoit aujourd'hui Hubert Guillot. Bonjour Hubert. Bonjour. Salut Hubert. Hubert, t'es d'accord? On peut se tutoyer puisque j'ai déjà fait du coup. Génial. Bon, je fais rapidement les présentations. Tu es journaliste, tu es spécialiste des systèmes techniques et numériques et tu as animé pendant 21 ans, de 2001 à 2022, internetactu.net, le média de la fondation Internet Nouvelle Génération, la fameuse FING. Et depuis avril 2024, tu es délégué général de l'association Vecteur et rédacteur en chef de son média dans lesalgorithmes.net, un média qu'on vous invite vraiment à suivre qui est passionnant. Tu es aussi auteur, notamment de l'ouvrage Les algorithmes contre la société, paru en 2025 à La Fabrique Édition. J'ai tout juste? Tout juste, parfait. Bon, génial. Alors, on est parti pour le grand entretien. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Autant le dire tout de suite, Hubert, c'est un vrai plaisir de t'accueillir dans Trench Tech. Tu es un peu une légende dans le domaine. Donc, on va attaquer direct dans le sujet. Et c'est vrai que quand on a fait la prépa de cet épisode, tu nous as remis un peu les idées en place en direct sur cette notion de scoring social en Chine que Mick a abondamment documenté dans son introduction et puis brillamment illustré avec cet extrait venu de l'espace de casse-tête chinois de Cédric Clapiche, qu'on embrasse.
passe. Et donc, si on pouvait en revenir directement à ces intentions politiques qui drivent les orientations du développement technique et de ce que l'on pourrait qualifié de progrès. On vient d'en discuter dans un enregistrement là à l'instant avec Bruno Marcoff qui passera dans les semaines avant toi d'ailleurs. Bref, est-ce qu'on peut revenir sur cette idée politique qui drive la technique et notamment en Chine? Qu'en est-il véritablement de ce scoring social qui nous a été abondamment présenté comme une vision extrêmement dystopique? Qu'est-ce que ça raconte et on en est où véritablement? Comme d'habitude, quand on nous présente des choses dans la presse, souvent on exagère un petit peu. Et donc, le crédit... Moi, j'ai pas du tout exagéré dans l'intro. Hein. Franchement, ne faites pas ce procès. J'avoue, j'y suis allé à fond dessus. J'en ai trop profité. Vas-y, dis-nous. Oui, mais c'est ça, en fait. Voilà. Donc, on nous le survend un petit peu en nous disant « Ouh là là, ces grands méchants chinois, effectivement, ils sont pas tendres. » Et ils sont loin d'être tendres avec leur population, ça c'est sûr et certain. Mais quand on regarde un petit peu ce que disent les chercheurs spécialistes du sujet, c'est que le crédit social chinois en fait tient plus en fait d'expérimentation très localisée, assez peu aussi technologisée qu'on nous le vend en fait. Grosso modo, la vraie surveillance en Chine, c'est une surveillance communautaire. C'est la surveillance des voisins avec le voisinage, en fait, plus qu'autre chose. Et les délires qu'il y a pu, ou les exagérations qu'on a pu voir sur le fait que ce soit une vraie puissance technologique avec énormément de surveillance à tous les étages, est une façon de nous vendre, comment dire, une sorte de peur de la surveillance chinoise, en fait. Et il nous permet en fait d'éviter de questionner la surveillance occidentale, en fait, celle que nous pratiquons ou que les Américains pratiquent encore plus ouvertement. Voilà, c'est une manière de mettre en perspective en fait deux types de surveillance. Mais il y en a une qui est quand même aujourd'hui, enfin, je pense que la surveillance chinoise et ce qu'ils font pour aider leur population est vraiment très problématique. On est tous d'accord avec ça. Mais attention à ne pas calquer ou plaquer en fait des imaginaires. Black Mirror est un bon exemple sur une réalité qui est certainement plus fluctuante ou plus perturbatrice ou plus modérée que la manière dont on nous la vend. Et sans dire que non plus que les Chinois sont des anges, encore une fois. Hein, non, bien sûr, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus nuancé dans les faits, c'est plus nuancé dans le mode opératoire également, tu viens de le dire. En revanche, ça dit quand même quelque chose d'une intention politique que de... alors bon, surveiller, c'est une chose, mais surveiller d'une certaine manière avec une intention peut-être de scorer. Alors, ce fameux scoring, est-ce qu'on peut déjà peut-être le définir? Dans un épisode récent avec Swazik Penico, on a beaucoup parlé de la transparence des algorithmes publics et c'est ce qui va nous permettre également de rentrer dans le côté public et privé du scoring tel que nous, on le vit, celui dont on parle peut-être un peu moins que celui des Chinois. Mais qu'est-ce qu'on peut, sans faire un focus sur les Chinois, mais qu'est-ce que ça raconte, une intention politique comme celle-là, au XXIe siècle, de vouloir attribuer un score de confiance à des individus? En fait, ça raconte surtout une réalité. Aux États-Unis, depuis les années 80, il existe un score de risque de crédit. Hein, donc un score de risque de défaillance de crédit. Donc chaque Américain se voit attribuer une note sur sa capacité de remboursement bancaire. C'est pas jeune en fait, hein, depuis les années 80. Et en fait, pour calculer ou des risques ou pour calculer des gens, on utilise depuis des années ces techniques qui sont la base en fait des systèmes algorithmiques, hein, qui consistent à trier les gens, à les appareiller, c'est-à-dire à faire matcher une offre et une personne par exemple, et à les scorer. Et pour faire cela, en fait, la plupart du temps, on leur attribue un score qui dépend d'innombrables caractères ou de caractéristiques, d'innombrables données pour calculer ou raffiner ce score. Donc le scoring en fait est à la base en fait vraiment des technologies numériques, que ce soit pour envoyer des mails à un mailing via un Mailchimp en fait, tous vos différentes personnes que vous avez dans votre base de données sont analysées et en fait scorées. Vous ne voyez pas nécessairement le score, mais en fait il y en a un partout. Et vous en avez. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très très concrets pour chacun qui nous écoute? Où est-ce qu'il est scoré?
Puisqu'on n'a pas conscience qu'on est scoré à plein d'endroits. L'utilisation de votre carte bancaire est scorée pour déterminer s'il y a un risque de vol, de fraude. Vous êtes scoré quand vous faites une candidature quand vous êtes lycéen et vous faites une candidature dans une formation du supérieur. Vous êtes scoré pour avoir une place en crèche. Vous êtes scoré à la caisse d'allocation familiale. Vous êtes scoré de partout. En fait, vous êtes même scoré sur Tinder, voilà, de partout. En fait. Tu peux même scorer sur Tinder. Voilà. Ouais, tu peux scorer. Oui, t'as raison. Il y a aussi quand on envoie les CV, de plus en plus d'entreprises ont recours à des logiciels qui trient les CV et qui viennent mettre un score à chaque candidat selon ce qu'on pense qui va correspondre au job finalement. Voilà. C'est tous ces scorings-là dont il faut tenir compte. Mais avant de scorer, pardon, est-ce que c'est pas juste quelque chose, entre guillemets, d'humain est-ce que ta boulangère, en fait, elle t'a pas scoré la première fois qu'elle t'a vu rentrer dans la boulangerie et en gros, elle t'a un peu catalogué. Non, mais ça paraît con comme ça. On n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne impression. Une bonne première impression, c'est ça. Non, mais blague à part, est-ce que c'est pas juste de l'ordre du réflexe, même si ça se traduit pas par un chiffre ou une lettre A, B, C, et pas besoin d'algorithme pour mettre les gens dans les cases, en quelque sorte? Oui, on fait ça très bien naturellement en fait. La seule différence, c'est que ici, vous le faites d'une manière systématique sur des centaines de milliers d'individus, des millions d'individus, et vous le faites en fait avec une mémoire en fait. C'est-à-dire que ce score va revenir, va être réutilisé pour des tas d'autres informations et va circuler pour continuer en fait à vous appliquer. Votre boulangère, si vous venez pas pendant 15 jours et que vous n'y êtes juste d'arriver, elle se souvient pas de vous, elle va vous renoter. Si ça se trouve, elle va vous noter différemment en fait. Oui, et puis l'impact n'est pas forcément le même. On va y venir sur l'impact de ces scorings. Mais... tu crois qu'elle te donne du mauvais pain? Elle te donne le pain avarié. Va savoir, le pain d'hier. Non, mais est-ce que c'est le fait de scorer ou est-ce que c'est l'intention avec laquelle on le fait qui est moralement peut-être à revoir, ou en tout cas qui est discutable? Comment dire, ça dépend de la justesse des scores en fait, et c'est ça qui est certainement un petit peu problématique. Est-ce que ces scores sont adaptés au calcul que l'on souhaite faire? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'il y a une intention malfaisante qui glisse avec en fait ou pas? À quoi sert-il? À qui sert-il? Pourquoi faire? Et est-ce qu'ils sont justes? Donc là, on a déjà les deux jambes, c'est-à-dire c'est à quoi ça va servir. Donc typiquement, comme on en discutait avec Swazik, aller chercher les trop perçus par les assurés de la caisse d'assurance familiale, plutôt que de se dire tiens, on va aller chercher ceux à qui on n'a pas payé ce que l'on devait. Bon, l'intention diffère. Déjà d'une, et de deux, ce que tu nous dis en premier là, c'est aussi potentiellement la façon dont on score. Est-ce que c'est juste, pas au sens équitable, est-ce que c'est fiable? Et là, on part sur la défaillance des algorithmes dont tu nous parles quand on se rencontre la première fois. Alors, ces fameux algorithmes de scoring, ça va pas, hein, c'est ça, Hubert? Ils déconnent tous à plein tube ou quoi? Quand on regarde en fait un petit peu dans le détail sur un peu la plupart de ces systèmes, ou à tout le moins ceux sur lesquels on a un peu plus de connaissances que d'autres, ce dont on se rend compte assez vite, c'est qu'ils ne calculent pas très bien la plupart du temps, et ils calculent encore moins bien certains types de publics. Et je pense que la grande difficulté est d'ici, c'est que certains types de publics vont être mal notés par ces systèmes. Alors, c'est-à-dire dans le domaine de l'embauche ou de l'emploi, il va y avoir certains scores qui vont être très très problématiques. Par exemple, on s'est rendu compte dans des tas d'enquêtes que si vous n'aviez pas travaillé pendant 6 mois, grosso modo, à peu près tous ces systèmes d'analyse de CV, plus ou moins, vous rejettent en fait. 6 mois, mais quelle que soit la raison, hein. Ça peut être une maladie, ça peut être un congé maternité ou autre. En fait. Ouais. Donc en fait, dès qu'on regarde un petit peu en détail la manière dont sont produits ces scores, on se rend assez vite compte qu'il y a un problème qui se concentre en fait sur certains types de publics qui ne sont pas dans la moyenne, dans la norme, etc. C'est ce qu'expliquait assez bien Swazik Pennico dans l'un de vos épisodes. Certains publics en fait n'ont pas des revenus réguliers tous les mois. Et donc, il y a des trop perçus, des indus que la CAF vient réclamer. Pour ceux qui ont est-ce que c'est pas le problème finalement dès que tu traites de la masse? J'ai l'impression que c'est un peu le même reproche qu'on fait à l'école. Tu sais, on dit pour tous
tous les élèves qui savent un petit peu rentrer dans le moule, qui sont dans un fonctionnement cognitif standard, l'école est parfaitement adaptée. Et puis, il y a un pourcentage qui n'est pas exactement dans le même fonctionnement cognitif. Et puis là, c'est pas adapté. Il faut trouver d'autres solutions finalement. C'est pas un peu le même problème? C'est-à-dire l'algorithme cherche à... ou les entreprises, les organisations qui les déploient cherchent à gérer la masse. On revient dans les lois de Pareto avec le 80-20. Et puis, il y a les 20% qui ne sont pas exactement dans le même fonctionnement que les autres qui peuvent se retrouver discriminés. Le problème, c'est de savoir si c'est 5, 20, 40 ou 50% en fait. Et alors, toi, tu penses que ça peut aller jusqu'à 50%? Tu as des exemples où tu te dis, là, l'algorithme, il disjonque total pour une très, très grande proportion des personnes concernées? Moi, dans les calculs que je fais, par exemple, sur les défaillances de Parcoursup, ce que dit le ministère, par exemple, c'est que sur 900 000 lycéens qui sont calculés chaque année par l'algorithme, il y en a à peu près 2% qui n'ont aucune proposition. 2%, ça fait 19 000. On se dit, ah ouais, c'est super, c'est vachement bien, c'est super efficace, très peu. C'est comme beaucoup déjà. Ouais, bon. Mais en fait, il faut ajouter à ce score, grosso modo, presque 15% en fait d'élèves qui refusent la seule proposition qui leur a été faite. Ce qui veut dire en fait que cette proposition ne leur a pas convenu. Parmi tous les choix qu'ils ont pu faire, la proposition qui leur a été faite ne leur a pas convenu. Donc si je compte bien, tu en as 17% de la population annuelle de Parcoursup qui ne trouve pas de bonne solution suite à l'algorithme. Et en plus, vous rajoutez 20 autres % d'élèves qui, chaque année, qui d'une année sur l'autre en tout cas, se remettent dans Parcoursup pour retrouver notre place. Ce qui veut dire également qu'en fait, que la première année, ils n'ont pas eu quelque chose qui leur satisfait, qui les satisfaisait, pardon, et donc... On avoisine donc les 40%. On est à 37%, ok? On est à 40% en fait. À 40%, excusez-moi, mais je trouve pas que... Là, ça commence à devenir critique. Et pour bien comprendre, Hubert, c'est que Parcoursup, parce que pour le coup, Parcoursup, tout le monde le sait que c'est un peu, j'allais dire de la merde, mais très insatisfaisant. Enfin, je veux dire, il y a eu un nombre de papiers dans la presse. Ok, c'est que Parcoursup qui te disjoncte, ou tu as d'autres exemples comme ça où effectivement c'est une proportion, allez, plus de 20% de la population qui peut être concernée par des malfonctionnements. Soisy vous l'a dit à la CAF, le pourcentage de problèmes a l'air assez élevé. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais par exemple dans la recherche d'emploi et donc typiquement beaucoup même de responsables des RH estiment que les systèmes sont massivement défaillants en fait. Parce qu'ils essaient de trouver des formes d'exclusion face à des candidatures de masse qui reposent sur des critères qui sont vraiment très granulaires ou très peu fiables en fait. Ben alors justement, franchement, là moi ça me gonfle parce que non mais t'énerves pas contre Hubert, hein? Sérieusement, non mais c'est pas toi Hubert. Attends, tu veux te battre, c'est ça? Non mais sans blague. Si on prend que la partie du public. Secteur public. Bon, moi, depuis que je suis gamin, j'entends service public, la bureaucratie, machin, etc. Je fais mon parallèle un peu trivial avec la boulangère tout à l'heure. On pourrait l'appliquer aux fonctionnaires. Tu débarques, il juge à la gueule du client, il peut avoir ses propres préjugés. Si on veut faire tout péter sur ces questions de préjugés, parce que la question qui est en creux dans ce que nous dit Hubert, c'est qui fixe la norme? Et donc, si tu es à un degré d'interaction avec un être humain qui, lui, a son propre système de valeurs et donc ses propres normes, t'es bien emmerdé, beaucoup plus normalement, que face à un algorithme. De plus, l'algorithme, lui, excusez-moi, depuis 20 piges, j'entends dire que le big data, les algorithmes, c'est génial parce que c'est la personnalisation au maximum. Là, on nous dit, ouais, mais non, Coco, les algorithmes, là, tu as quand même une notion de norme et donc il y a des gens qui sont laissés sur la touche. C'est quand même... C'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas entendre ça. Donc, les algorithmes qui sont censés pouvoir être plus précis, ouais, plus fiables, soi-disant objectifs, mais l'objectivité, c'est comme la normalité, c'est qui la définit. Bon, mais on pourrait penser que c'est quand même censé être plus fiable et plus objectif qu'un être humain. Manifestement, c'est pas le cas. Alors, c'est quoi? C'est une chimère, en fait, Hubert, le fait que ces algorithmes soient effectivement plus objectifs, plus justes, on nous les vend comme ça? Oui. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chimère du calcul. C'est une chimère d'un marché, en fait, qui va vous vendre avec plus de données, vous allez pouvoir mieux calculer, mieux personnaliser les choses, etc., etc. Alors qu'en fait, la difficulté, c'est qu'assez souvent, le calcul s'adapte à certains types de profils, assez moyens, etc., mais va profondément ne pas
comprendre ou ne pas raisonner avec d'autres types de profils. Et je C'est pense lié à qu'en quoi, fait, ça? on a l'impression, on veut appliquer une sorte de science neutre à tout ou à tout le monde, et en fait, c'est pas si simple ou c'est pas si possible. Les cas sont différents, les gens sont différents, et il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. Il n'y a pas de de one solution size fits unique. all, comme disent les anglo-saxons. Mais tu vois, si on fait le parallèle 2 secondes avec l'IA, dont on dit que puisque l'IA est entraînée sur des bases de données immenses, mais qui ne sont que le reflet de ce que l'on a nous-mêmes produit, donc de nos propres biais, on peut comprendre ou entendre, entre guillemets, qu'elle reprenne, qu'elle répercute ces biais, et que donc cette façon de normer ou de voir une chose comme étant la norme se répercute dedans. Mais sur des algorithmes dits déterministes, pour lesquels on a, entre guillemets, décidé du parcours et de ce que tu mets en input, ça doit, if then that, enfin, je sais pas quoi. C'est le cas de Parcoursup, hein, Oui, et, voilà. et de la CAF aussi d'ailleurs. Donc- C'est ce que nous disait. Donc vas-y. ça veut dire que le problème se situe au niveau de ceux qui décident de la construction de cet algorithme, de sa finalité et de la façon dont ils le conçoivent. Alors donc on en revient à la question du départ de cette séquence, c'est est-ce qu'il y a un choix politique délibéré d'aller vers tel sens plutôt que tel autre? Les deux, mon capitaine. Il y a à la fois un choix politique et à la fois des systèmes techniques. Il y a des choix politiques, hein. Parcoursup naît en fait d'une décision politique qui est la transformation d'un système précédent en un autre, avec des adaptations législatives pour transformer les formes d'accès à l'université. Donc il y a bien une volonté politique de faire un outil centralisateur pour trier en fait et aider les formations à trier les candidatures selon une logique compétitive, hein, du meilleur au moins bon. Donc il y a bien une volonté politique qui a des effets, et de l'autre il y a des systèmes techniques en regard qui vont eux aussi avoir des effets selon des choix qui peuvent être faits, des implémentations très très précises. Par exemple, dans Parcoursup, vous avez un gros problème qui est lié notamment aux élèves, aux lycéens de sciences, de techniques et les lycées pro et les lycées techniques. Quand ils candidatent dans certaines formations, eh ben ils vont être plus surveillés et plus contrôlés que d'autres. Typiquement, leurs absences vont être plus prises en compte que d'autres élèves dans l'attribution des places qu'ils peuvent avoir. Donc on voit bien. On a une idée, excuse-moi, mais ça paraît délirant. Pourquoi ceux qui sont en filière technique, il faudrait s'intéresser davantage à leurs absences? En fait, c'est pas le fait qu'ils sont en filière technique, c'est que c'est la conjonction, la corrélation entre toutes les données qui sont prises en compte qui amène à discriminer ces personnes-là. Non, c'est bien le fait qu'ils soient en fait en filière technique. Mais là, c'est un choix politique. Alors là, c'est un choix politique. C'est le contrôle sur les plus démunis a toujours été plus fort que sur les plus fortunés ou les plus pourvus. Et en fait, c'est une logique que nous avons et qui se retrouve en fait dans la plupart des outils. Ce qu'on vous disait, ce que Sozik disait sur la CAF, c'est exactement la même chose. On va cibler plus massivement en fait certains types de profils et de populations que d'autres. Mais du coup, à t'entendre, Hubert, là, je me dis. Le problème, il vient pas donc tant de l'algorithme et qu'on cherche à appliquer des règles dans un algorithme, mais il vient des règles qu'on définit, de dire on va regarder de plus près ceux qui viennent de filières techniques, oui, mais apparemment, qui disent on va regarder aussi de plus près ceux qui n'ont pas des revenus réguliers à la CAF, ou qui disent pour la recherche d'emploi, ceux qui n'ont pas eu d'emploi stable pendant 6 mois. Oui, bien sûr, mais sauf que tu oublies, en fait, c'est qu'il y a une transformation qui va avec, c'est qu'en fait la technique le permet à une manière très très précise en fait quoi, et que la possibilité de discriminer ou de distinguer deux candidats l'un de l'autre est aujourd'hui renforcée par la technique. Je prends juste un tout petit exemple, encore une fois dans Parcoursup. On sait tous distinguer un élève qui a 19 d'un élève qui a 11. Il y a même pas besoin d'outils pour ça en fait quoi. Par contre, entre deux élèves qui ont exactement la même moyenne scolaire, 10,5, vous faites comment pour dire que celui-ci doit être d'abord il doit d'abord être pris dans la formation et devant l'autre? La couleur des cheveux? Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et ceux qui en ont pas, alors? C'est exactement ce que je pensais. Et ceux qui mettent une casquette pour cacher leur calvitie. Oui, voilà, c'est une façon de ruser. Regardez-nous sur YouTube pour comprendre de quoi on parle. Mais vas-y, Hubert, pardon. C'est bien les blagues, mais revenons au sujet. Non, mais en même temps, c'est assez proche de la réalité. Ouais. En fait, on va utiliser le calcul pour préciser les choses.
Et donc, on va prendre en compte toutes les notes, tout ce qui est possible de prendre dans les données qui sont accessibles par les formations pour classer les élèves différemment les uns des autres afin qu'il y ait aucun ou le moins possible d'ex-aequo pour avoir une liste du premier au dernier. Le problème, c'est que pour les distinguer, en fait, on les distingue pas à 10,5 de moyenne, on va les distinguer à 10,0005 de moyenne. Donc 3 chiffres après la virgule. Et vous comprenez très vite, en fait, quand deux élèves qui ont 10 10,5 et 10,5, il y a déjà pas de différence, mais en deux élèves qui ont 10,005 et 10,006, il y en a pas non plus, en fait. Par contre, le calcul... Surtout noté dans deux lycées différents. Entre ces élèves. Ouais. Hubert, une question pour terminer cette séquence, parce que je m'en voudrais de ne pas te la poser. Je suis certain que des auditeurs ou des spectateurs se la posent. On a fait l'entrée avec la Chine, dont on a dit que, attention, faut nuancer. Bon, on vient d'évoquer un certain nombre de scores qui sont attribués plutôt pour les études. Bon, on a parlé le risque bancaire, etc., etc. Quel est le risque, entre guillemets, politique en Europe, qu'à un moment donné, ce scoring aille au-delà de, avec des gros guillemets, simplement Parcoursup ou simplement la CAF, etc. Est-ce qu'il existe en Europe / en France un score plus inquiétant que ça, un métascore, et est-il possible qu'un politique arrivant au pouvoir demain se dise « Tiens, j'ai bien envie de croiser tous ces scores parce que ça me permettrait quand même de bien contrôler la population ». A priori, il n'existe pas de métascore, mais le risque, les deux glissements qui sont possibles, le premier, c'est celui que, en fait, les systèmes se croisent et que les données soient croisées. Donc, par exemple, entre la CAF et les impôts, entre les impôts et France Travail, et donc que ceux qui ont un mauvais score quelque part risquent d'avoir également un mauvais score ailleurs. Voilà le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que même si on a aujourd'hui des prédictions légales assez fortes sur le fait que toutes ces données ne puissent pas être croisées très très facilement, si on regarde actuellement ce qui se passe de l'autre côté de l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, on se rend compte que tout ça peut être assez fragile. Eh bien, écoute, parmi tous ces préjugés qui peuvent atterrir sur des scores plus ou moins bienveillants, il y en a un qui concerne les femmes dans la tech, et heureusement, nous, on a notre chevalier blanc de Elles font la tech, Sandrine Charpentier, qui reçoit aujourd'hui Jeanne Lepayet. Elle. Aujourd'hui, nous allons parler de création visuelle et d'IA avec cette première question. Et si une idée pouvait se transformer en image en un clin d'œil? On sait que 85% des informations que nous retenons sont visuelles. Alors, pourquoi ne pas rendre l'innovation visible dès le stade de l'idée? Dans cet épisode, je vous partage le parcours inspirant de Jeanne Lepayet, une entrepreneure qui allie art et technologie pour révolutionner la façon dont on donne vie aux idées. Passionnée de dessin depuis toute petite et poussée par des parents artistes, elle rêve de devenir chercheuse et choisit la science comme domaine d'études avec un cursus d'ingénieur en biotechnologie puis un doctorat. En 2023, elle crée Being Dream, une solution mêlant dessin et intelligence artificielle. Sa mission, permettre à chacun de visualiser ses idées et de les partager facilement avec notamment des bureaux d'études, des industriels ou des équipes produits. Elle montre de cette façon qu'on peut entreprendre dans la tech tout en suivant sa passion créative, un projet qui lui ressemble à 100%. Bonjour Jeanne, ravie vraiment de t'accueillir dans Elles font la tech. Salut Sandrine, merci beaucoup de m'inviter. Alors, ma première question pour toi, tu as choisi la voie scientifique alors que tu étais une passionnée de dessin. À quel moment as-tu compris que tu n'avais pas à choisir entre ces deux univers ? Je pense que j'ai plutôt la question ce serait plutôt à quel moment j'ai compris que les deux univers étaient séparés. Moi, j'ai découvert la science à travers le dessin, notamment dans les musées pour explorer toutes les images scientifiques passées par le dessin, même après la photo, quand on se rend compte que la photo ne peut montrer qu'une facette de quelque chose, d'un objet, alors que le dessin permet de représenter tout en même temps sur le même visuel. Après, une fois dans la science, je me suis rendu compte que le dessin, finalement, très peu de personnes savaient s'en servir, alors que tout le monde a besoin d'images pour publier, breveter, communiquer, faire des congrès, etc. Et puis c'est comme ça qu'est né le projet Being Dream, c'est comment je donne aux autres la possibilité de visualiser ce qu'ils ont en tête, parce que c'est en visualisant ce qu'on a en tête qu'on peut maturer ses idées, trouver des solutions qu'on n'avait pas vues ou découvrir des problèmes qu'on n'avait pas non plus visualisés. Merci à toi. Alors,
tes héros quand tu étais petite fille, c'était Rahan ou Indiana Jones. À ta manière, tu déconstruis sérieusement les stéréotypes du profil type d'un ou d'une entrepreneur de la tech. Est-ce que tu penses que cela peut aider les femmes à se projeter dans les métiers de la tech? Ouais, en plus, on peut parler particulièrement des femmes en France ou en Europe, parce que finalement, dans d'autres pays, il y a énormément de femmes dans les métiers tech. Donc, je pense que c'est principalement sociétal et éducationnel comme sujet. Et à mon avis, notre action à chacun d'entre nous, qu'on soit femme, homme ou autre, c'est de s'appliquer à déconstruire les codes. On parle de code en informatique ou de code en génétique. Moi, j'aime bien justement casser un peu les codes. Et c'est ça qui va permettre aussi d'ouvrir le champ des possibles sur la diversité, à la fois des profils et des idées. Et alors, avec tout ça, quel est ton conseil pour que les étudiantes et les femmes s'emparent de la tech pour innover, pour créer, pour inventer, mêler les univers, les environnements? Je pense qu'il faut vraiment voir la tech comme un super outil qui peut permettre de faire énormément de choses. C'est un sous-domaine de la science, mais c'est un très très vaste domaine. Et à mon avis, il faut juste pas trop se poser de questions. Moi, j'ai choisi mes études, mes métiers et ce que je fais aujourd'hui en toujours choisissant ce qui me plaisait le plus à faire. Donc oui, je me projetais vers quelque chose ou une activité que j'avais envie de faire, mais c'était très vague finalement. Je voulais être chercheuse, je fais une sorte de recherche aujourd'hui aussi. Mais surtout, choisir ce qui nous plaît d'abord, c'est là qu'on s'éclate le plus et donc c'est là où on fait le plus d'étincelles par la suite. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de prendre en main la tech, c'est de s'éclater dedans. Merci Jeanne, tu démontres bien qu'effectivement on peut s'éclater quand on suit ses passions. Et puis j'espère que tu vas donner envie à plein de personnes et plein de femmes aussi de rejoindre les rangs de la tech et du secteur du numérique. Il faut. Merci. Merci à toi. À bientôt. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Sandrine, merci Jeanne. J'espère effectivement que ça donnera envie à plein de femmes de rejoindre le secteur du numérique. On a besoin de vous, mesdames, dans ce secteur en particulier. Complètement. Bon Hubert, je pense qu'on a bien posé le contexte, on a bien posé les problèmes. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux solutions qui pourraient être amenées face à ces problèmes. Et pour bien comprendre les solutions, il me semble qu'il faut d'abord comprendre pourquoi on a ces scorings finalement, pourquoi on les déploie dans le privé aussi. Et derrière ça, qui se cache derrière ces scorings? À qui profite le crime finalement? Le crime profite d'abord à ceux qui vendent en fait ces solutions, qui vont vous proposer en fait, plutôt que d'avoir des DRH qui vont lire des CV, un système automatisé qui va les analyser, sans avoir à montrer ou à prouver assez souvent que le système automatisé qu'il propose fonctionne bien, n'a pas de biais, et est plutôt fiable. La plupart du temps, nous sommes dans un univers où beaucoup d'entreprises, même de services publics, achetons sur étagère des solutions XY sans toujours nous préoccuper de savoir si ces outils font bien ce qu'ils disent. Donc du coup, qu'est-ce que tu dis? Le crime profite, tu me réponds finalement aux faiseurs de technologie, à ceux qui vendent de la technologie qui, eux, en plus, ne font pas œuvre généralement d'une grande transparence quant à l'efficacité réelle des technologies qui nous montrent. Voilà, c'est ça, on peut ouais, c'est ça. On peut le mesurer un petit peu. On peut le mesurer un peu tous les jours. Mais alors du coup, ça serait quoi? Ça serait d'obliger les faiseurs de technologie, les vendeurs de technologie, à être mieux mesurés, à donner la réalité des choses, à arrêter de faire des algorithmes. Comment on s'y prendrait? Si c'est à eux que profite le crime, c'est à eux qu'il faut s'attaquer. C'est ce à quoi on devrait œuvrer, bien évidemment. Mais l'enjeu, en fait, c'est quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, il est très difficile pour pouvoir mettre sur le marché un médicament ou un dispositif médical. Vous avez plein de contrôles qui sont faits, en fait, quoi. Et c'est assez normal. Ça nous impacte tous. C'est notre santé. Il faut pouvoir surveiller que le médicament qu'on nous vend va bien avoir le bon effet qui est affiché sur notre santé. Donc, il y a des processus et des process un peu longs, un peu compliqués, mais de la vérification et de l'audit. Or, aujourd'hui, dans tous ces systèmes, il y a très peu de vérification, pas d'audit, une régulation qui est un petit peu, qui est très faible, en fait, quoi. Et voilà, on nous propose des tas d'outils qui ne fonctionnent pas nécessairement et qui défaillent à des tas d'endroits. Donc, je pense qu'il y a quand même
un petit effort de sérieux à faire et pour les acteurs et pour les régulateurs, en se disant bon, il va falloir quand même qu'on contrôle et qu'on surveille un peu mieux les choses, pas que ça aille dans n'importe quel sens en fait. Petit effort de rigueur, effectivement, à la fois pour des questions de normes, donc les penser en amont, les faire appliquer, ça c'est encore une autre histoire. Et étonnamment, ça nous choque vachement forcément quand on entend les exemples du secteur public, mais on semble avoir oublié qu'en fait on est scoré dans le secteur privé depuis très longtemps. Alors oui, il y a eu l'exemple de la banque, mais les big tech, puisqu'on est quand même un podcast de tech, en fait... leur sport national, c'est de nous attribuer des scores pour nous balancer tel pub plutôt que tel autre, etc. Donc, dit autrement, puisqu'on est dans le chapitre des solutions, est-ce qu'il serait envisageable, d'après toi, d'avoir... Je mets de côté volontairement toute la dimension dark patterns, etc., qui sont là parce qu'il y a une logique derrière de nous capter davantage, etc. Mais est-ce qu'un service... de base, entre guillemets, comme celui de Facebook à son origine, pourrait exister s'il était dénué de toute ambition malfaisante, pourrait exister sans avoir la nécessité de nous scorer? Ou est-ce que c'est nul et non avenu, ça ne pourrait de toute façon pas exister s'il n'y avait pas ce système de scoring? Alors, le problème, en fait, c'est qu'on a tout le temps tendance à penser qu'il y a une solution, une seule. C'est-à-dire qu'il y a un seul système de scoring. Alors, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, qu'il y a plein de formes de scoring. Le scoring de Facebook n'est pas celui de X, qui n'est pas celui de TikTok, ni celui de LinkedIn, en fait, quoi. Donc, il y a des tas de modalités qui sont disponibles. Si vous vous souvenez bien, en fait, le premier Facebook, il n'y avait pas de scoring, en fait. On se connectait aux gens auxquels on voulait accéder et on avait accès à l'information. Ça s'est vite rendu impossible, ça a vite été rendu impossible parce qu'en fait, il y a eu trop de monde et il y a eu trop d'informations partagées, etc. Donc, il a fallu mettre en place en fait des outils, des mesures pour vous faire afficher certaines choses plutôt que d'autres dans votre fil d'actu, jusqu'à ce que ça devienne un peu n'importe quoi. Et c'est bien là aujourd'hui l'enjeu. Quand vous voyez les formes d'amplification totale ou démesurée ou qu'on trouve sur X, l'envahissement publicitaire que vous avez sur Insta ou sur Facebook avec des trucs qui ne veulent plus rien dire, on voit bien qu'on est passé dans une autre dimension, en fait. C'est ce que Cory Doctorow appelle l'emmerdification, en fait. On était sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les personnes qui nous intéressaient, et d'un coup, on se retrouve à même plus pouvoir voir ce qu'ils publient. L'emmerdification du web. Je voudrais revenir sur la question réglementaire et des contraintes, parce que tu dis que finalement, elles en ont assez peu. Mais alors attends, si on fait la liste en Europe, RGPD, Règlement général sur la protection des données dès lors que ça touche à des personnes. Donc là, on est en plein dans les sujets du scoring, et notamment pour les plus techniciens du RGPD d'entre vous, l'article 22 qui interdit tout usage automatisé dès lors que ça touche notoirement à la vie de la personne, pour le dire dans un cadre très juridique. Ça n'a pas suffi, on a rajouté le Digital Market Act, s'en est suivi le Digital Service Act juste derrière ou devant, je me souviens plus. Et puis là, il y a l'AI Act qui est donc entré en application depuis le mois d'août 2024 et qui peu à peu continue de se déployer. Ça ne suffit pas tout ça? Sérieusement? Disons que disons-le autrement, c'est peut-être pas que ça ne suffit pas, mais c'est peut-être que c'est assez mal calibré, mal adapté en fait à des, comment dire, on fait des lois un peu générales en essayant de tout mettre dedans. Et on est encore dans la moyennisation de la société là. Même pour les lois, pour la réglementation finalement. Est-ce que avec le DSA, est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur, est-ce qu'on peut faire une loi pour tous les types de services numériques en fait qui vont du mailing à l'immobilier, est-ce que, enfin, en fait, il peut y avoir des lois communes sur tous ces trucs, et est-ce que finalement l'enjeu c'est pas plutôt de faire des lois un peu spécifiques parce que les questions d'emploi et d'embauche sont pas les mêmes que celles que les questions d'attribution de prix, etc., etc. En fait, donc c'est plus peut-être que nous avons aujourd'hui, nous faisons de grandes lois assez pour certaines assez protectrices. Je pense notamment au règlement général en protection de données, le RGPD. Merci. Voilà, au RGPD. Peut-être que sur d'autres, aujourd'hui, dont on va attendre toutes les modalités applicatives, est-ce qu'elles seront adaptées, suffisantes? Est-ce qu'elles sont pas trop larges?
alors qu'il y a peut-être certains endroits où nous devrions agir d'une manière plus délétère en fait, plus rapide, pardon. Voilà. Est-ce que Mais du coup, est-ce que toi, ça conduirait pas à dire, si je suis ton fil, on devrait interdire tout algorithme discriminatoire, enfin qui classe, qui trie, qui score, dès lors que on est dans un service public ou dès lors que ça a un impact sur la personne. Est-ce que tu vas jusque-là? Non, je vais pas jusque-là du tout. Je pense qu'on a besoin en fait de ces systèmes techniques en fait pour classer, trier, etc. Mais qu'on peut les faire d'abord en contrôlant mieux ce qui est fait. Il n'est pas normal que la CAF surcontrôle des populations qui sont minoritaires parmi les bénéficiaires. C'est juste une question d'équité et de justice sociale en fait. C'est pas normal en fait, quoi. Vous avez beau le faire dans tous les sens, ce n'est pas normal. Donc il doit y avoir des modalités pour contrôler les publics selon leur représentation démographique, de genre, de classe sociale, etc. Voilà, premier truc. Et le deuxième, c'est aussi de se dire, on peut aussi dans ces systèmes y injecter d'autres types de valeurs. Et pas seulement des modalités de classement, mais des modalités de répartition qui soient plus justes. Juste un exemple pour bien comprendre. Par exemple, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, donc vous êtes classé du premier au dernier, les meilleures écoles récupèrent ceux d'en haut et délaissent les moins bons élèves dans des filières de relégation. Si, par exemple, quand vous candidatez à Sciences Po devait prendre les élèves proportionnellement à ses candidats, par exemple, s'il a 20% d'élèves qui ont entre 10 et 12 de moyenne, qui candidatent à Sciences Po, Sciences Po doit en prendre 20%. Voilà. Ça change la chose. Ça change à la fois pour la manière dont fonctionnent nos écoles, en disant, oui, si vous êtes une grande école, finalement, vous pouvez aussi accompagner des élèves qui sont un peu plus en difficulté, et ça change la redistribution sociale. Alors, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes, mais ça va aussi changer le niveau général de Sciences Po, et Sciences Po, ils n'ont pas du tout envie de voir leur niveau baisser. C'est ça le problème de départ quand même. Ouais, mais en même temps, si c'est une si bonne école que ça, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à élever... à tirer vers le haut Mais par rapport à cette gouvernance, entre guillemets, des algorithmes, parce que tu nous dis, il faudrait pas que la CAF puisse faire comme elle fait actuellement, etc. Je paraphrase pas. Qui pour contrôler, qui pour gouverner, entre guillemets, ces algorithmes? Parce que la question, à peu de choses près, je reviens avec mon délit de sale gueule de la boulangère, mais c'est pareil, les contrôles au faciès dans la rue, tu vois, c'est pareil, en vrai. Donc... Et pour autant, c'est un débat vieux comme le monde, quasiment, et le truc n'est pas réglé. Donc, quelle gouvernance et dans quelle mesure une participation citoyenne à l'élaboration et au suivi ou au contrôle de ces algorithmes serait-elle possible ou souhaitable? En tout cas, moi, c'est la voie que j'essaye de tracer dans ce livre. Ce que je raconte, c'est pas de calcul pour nous sans nous, en fait, quoi. Il est pas normal que les étudiants n'aient jamais été invités à discuter des modalités de calcul de Parcoursup, en fait. Est-ce qu'il est normal que ceux qui sont impactés par la CAF ne soient pas invités par la caisse d'allocation familiale, finalement, parce qu'eux-mêmes savent très bien les problèmes dans lesquels ils sont, à venir discuter des modalités de calcul pour les améliorer. Si on veut vraiment des services publics pour le public, en fait, nous devons les construire avec les publics. Voilà. Mais c'est la même chose aussi dans le domaine bancaire. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des chiffres qui sont un peu délirants dans la débancarisation de certains comptes, en fait. Parce que les autorités de régulation poussent les banques à faire du contrôle sur les comptes bancaires pour surveiller le blanchiment d'argent, le narcotrafic et des choses de ce type. Donc, les banques ont des objectifs, en fait, qu'elles doivent atteindre de détection. Le problème, c'est que dans ces objectifs de détection, pour les atteindre, elle déclenche plein de faux positifs, c'est-à-dire plein de gens qui ne mériteraient pas en fait d'être débancarisés. Au Royaume-Uni, l'année dernière, c'est 170 000 personnes qui ont été débancarisées, alors que le nombre de gens condamnés par les autorités britanniques pour blanchiment d'argent est de moins de 1000 personnes. Donc vous voyez, vous avez un système en fait qui calcule, qui décalcule parce que on le pousse en fait à produire ce type de calcul.
Je alors sais que pas, c'est complètement ce sont des dommages disproportionné collatéraux. par rapport à la règle. Dommages collatéraux. Rapport de Donc là- 170. Juste pour jalonner, tu nous as donné donc une première solution qui est celle donc d'impliquer directement les publics qui vont être soumis finalement derrière à ces scorings dans les réflexions pour les construire. Est-ce que tu as d'autres solutions à nous communiquer là qui sont pratiques? C'est qu'on peut faire les calculs autrement. Oui. Donc avec d'autres valeurs, par exemple, en faisant un peu plus proportionnellement. Voilà, c'est une deuxième solution. C'est déjà pas Donc mal. s'assurer de la représentativité finalement des cas qui vont se présenter à l'algorithme dans la construction même de l'algorithme. Ok. T'en as d'autres comme ça à nous donner? Parce que ça me semble plein de bon sens jusque-là ce que tu nous dis. Oui, excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais. Non, quand même pas. Vas-y. Oui, je pense qu'il y a un troisième point. Il y a certaines formes d'interdiction également. Il va falloir un petit peu armer et renforcer. Je pense que par exemple, aujourd'hui, on peut avoir un gros problème potentiel sur les questions tarifaires, les questions de prix et les questions de revenus. Alors, je vais essayer de prendre un exemple. Ouais. Rapidement, juste pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, par exemple, vous avez plein de logiciels qui servent à staffer les gens dans les grands magasins, dans les commerces, etc. Ce sont des choses qui s'automatisent de plus en plus selon le temps ou la fréquentation qui est prévue samedi. On va faire venir telle et telle personne, etc. Le problème, c'est comment ces systèmes décident qui va venir. Est-ce qu'on décide depuis quel type de critères? Et l'un des critères problématiques, il me semble, c'est celui du salaire, en fait. C'est-à-dire que si on prend en compte le salaire pour optimiser ces systèmes, le risque, vous avez vite compris, c'est qu'on va plutôt mobiliser les plus petits salaires, ou ceux qui coûtent le moins, ou ceux qui sont le plus flexibles, ou ceux qui sont le plus extérieurs à l'entreprise. Le risque, c'est une sorte de management algorithmique, comme on l'a aujourd'hui sur Uber, mais généralisé à l'ensemble de la société. Donc je pense que là, il y a un effet d'interdiction qui doit être assez fort entre les informations salariales sur les individus et les possibilités de ces outils d'agenda. Alors justement, la question qui tue Uber, est-ce qu'on peut domestiquer, entre guillemets, ces algorithmes? Juste un petit exemple. Tout à l'heure, quand tu nous dis, quand tu as un trou de 6 mois dans ton CV, ça sent pas bon. Moi, j'entends ça, je me dis, désormais, plus aucun CV ne part sans avoir bétonné, même si je mens. Mais c'est une façon de jouer le jeu. Don't hate the player, hate the game. Si le jeu, c'est ça, je le prends à mon compte. Est-ce qu'on peut domestiquer ces algorithmes si on en comprend un petit peu la façon de fonctionner ou de dysfonctionner? C'est ce qui commence d'ailleurs à se passer dans le domaine de l'emploi. Aujourd'hui, avec des systèmes d'IA, vous avez des gens en recherche d'emploi qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour démultiplier leur CV, démultiplier leur candidature et faire que leur candidature s'adapte au poste prévu le mieux possible, où on envoie 250, où on envoie 3000, etc. Donc, bien évidemment, il y a ce jeu-là qui est possible, en fait, et qui devient, en fait, encore plus possible aujourd'hui. Bon, le risque, c'est qu'on finisse par marcher sur la tête, bien évidemment, avec des systèmes automatisés pour trier les gens, des systèmes automatisés pour candidater, des systèmes automatisés pour sélectionner tout le monde, et au final, on ne sait plus qui va arriver dans votre entreprise. Il n'y a plus de réalité, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien. Ça pourrait arriver, une société post-algorithmique. On a vécu avant sans les algorithmes, et on faisait déjà des choix, et on l'a dit tout à l'heure, on avait déjà une façon de cataloguer les gens. Là, sans les algorithmes, ça serait quoi une société post-algorithmique? C'est-à-dire, tu veux dire une société sans algorithme, c'est ça? Où les algorithmes ont été dépassés? Ouais, après les algorithmes, c'est pas, d'une certaine manière, c'est sans les algorithmes, mais ça serait pas coupé tout simplement. On a vu que c'était pas possible, c'était pas forcément souhaitable, mais ça serait quoi l'étape d'après? Écoute, je suis pas spécialiste de science-fiction, mais grosso modo, tu as deux gros choix. Ou c'est post-algorithme, c'est-à-dire sans plus de calcul, auquel cas, on revient à des fiches papier, ou c'est post-algorithme et c'est avec des outils d'intelligence artificielle où tout est connecté à tout, et où là, c'est le scoring social chinois dont on parlait tout à l'heure.
démultiplié, totalitaire, où nous sommes tous sous surveillance constante, comme disait Elisabeth Borne. Il faudra savoir dès 2 ans quel métier vous allez vouloir faire plus tard, voire le système sera capable de le déterminer lui-même. Ah oui, c'est surtout ça. Ouais. C'était quoi ce film donc où quelque part, on n'est pas Naissance si mal avec nos algorithmes actuels si c'est ce scénario-là. Pardon, tu dis Non, Le je film, voulais faire une petite parenthèse, peu importe. Hubert, on a une question pour toi de notre précédent invité qui est Bruno Markov. Bonjour Hubert, une question pour toi. Comment fait-on pour réconcilier ceux qui ont conscience de la dérive technologique actuelle avec ceux qui ont conscience de la dérive écologique, qui sont des gens qui ne se parlent pas forcément très souvent? Je pense que si on avait la solution, tout serait bien à cette question, tout serait bien plus simple. Mais je répondrais autrement. Enfin, je pense qu'en fait, c'est un enjeu de société. Et que pour résoudre des enjeux de société, on doit les poser, on doit en débattre, on doit trouver les modalités pour se dire qu'est-ce qu'on fait vraiment. Je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une belle convention citoyenne sur les questions écologiques en France qui avait remis quelques pistes qui étaient plutôt intéressantes et qui mettaient des questions en tout cas en débat. Ça aurait été peut-être mieux de un peu mieux les écouter, et en tout cas on peut remettre le travail à nouveau sur les enjeux techno, quoi. Est-ce qu'on a besoin de cette IA partout pour notre avenir, avec l'impact écologique qu'il semble et qu'il va avoir? Peut-être qu'on peut essayer de trouver des endroits où on a besoin du calcul parce que ça va nous faciliter la vie, et puis d'autres endroits où merci, non. Hubert, j'ai la question 2027 pour toi. Demain, tu es nommé ministre du numérique, ou de la tech, ou des IA, ou des algorithmes, peu importe. C'est quoi ta première mesure ? C'est l'obligation pour tous les grands systèmes à impact sociaux d'avoir un comité citoyen, un comité d'éthique avec des usagers, pour tous. Et que ce sont ces usagers qui vont dicter les nouvelles règles des modalités de calcul. Canon. Moi, je vote pour toi en 2027 au numérique, du coup. Hubert, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Ça fait quoi, pardon ? Ça fait 1. C'est ça. Voilà, je note pour le suivant. Fais gaffe parce qu'il saura si t'as voté ou pas. Il t'a scoré. Oui, t'inquiète. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange passionnant. On te retrouve très bientôt, et dans tous les cas, je vous invite à lire Hubert, son dernier livre, donc Les algorithmes contre la société, qui est sorti en 2025 à La Fabrique Édition. Merci Hubert. Et sa newsletter Dans les algorithmes aussi, qui est un must. Exactement, dans lesalgorithmes.net, allez-y. Si vous n'êtes pas inscrit, en plus de celle de Trench Tech, bien sûr. Merci Hubert. Merci Hubert, à bientôt. Et pour vous qui êtes avec nous, restez encore quelques minutes. C'est l'heure du débrief. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh ben, tu vois, Mick, moi, à cet épisode, je lui mets le score de 10 sur 10. 10 sur 10. Mais toi, t'es comme à l'école des fans. Mais oui, mais bien sûr. Attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Moi, tout le monde donne des scores, pourquoi pas moi ? Dans cet épisode, d'abord, je te mets 10 sur 10 à toi aussi. Mais au début, c'est ce que je voulais faire. T'es trop mignon. On met 10 sur 10 à Greg aussi. Mais ça fait longtemps qu'on se score, en fait. À l'école, les Uber, les restaurants, le guide Michelin. T'as raison, il y a en plus les notes qu'on donne partout et qui rentrent aussi dans les algorithmes. T'as bien raison, on n'a Greg. pas du tout abordé cette question de nous-mêmes qui scorions les autres. Et la prochaine fois, tu viens poser les questions à nos invités. Bon, moi, j'avais un truc en tête qui m'a occupé tout l'épisode dans ma tête. Ah oui. C'était l'épisode de Olivier Sibony qu'on a enregistré, je crois, à la saison 2. Il faudra qu'on retrouve. Et en fait, j'adorerais avoir un débat de Olivier Sibony qui, lui, était le chantre de nous dire, au contraire, les algorithmes créent de l'égalité, ont très souvent des meilleures décisions que les décisions humaines parce qu'elles sont exemptes de tous les biais humains, de l'émotion qu'on peut avoir, etc. Et du bruit. Donc, d'avoir un fight, même pas un débat, un fight entre Olivier Sibony et Hubert Guillot qu'on a eu aujourd'hui, parce que là, c'est waouh! Deux visions opposées du monde, et finalement deux visions opposées de la façon dont on prend des décisions qui vont s'appliquer aux masses. Parce que c'est ce qu'il nous a dit, c'est ça aussi le problème derrière. C'est la masse, une fois de plus. Alors Olivier Sibony, c'était la saison 2, épisode 18, biais cognitifs, l'IA plus forte que nous, point d'interrogation. C'est notre archiviste. Je suis le Pierre Tchernia de Trench Tech et j'aime ça. Non mais blague à part, effectivement, une fois de plus, c'est cette notion de masse, cette notion de norme également, qui fixe la norme. Mais moi, franchement, là où je suis scié, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que
les algorithmes sont réputés, ou en tout cas nous ont été vendus comme étant des choses qui étaient plus objectives et qui étaient surtout très paramétrables pour pouvoir s'adapter à toutes et tous. Et donc la notion même de norme en tant que telle devrait être caduque. Mais c'est là où en fait tu réfléchis 2 secondes et tu dis oui, mais puisque la décision en amont est humaine, de pouvoir dire il y a un cut en dessous duquel tu passes pas parce que t'es trop risqué, je te prête pas d'argent, ou alors toi je vais te surveiller comme le lait sur le feu parce que t'as fait une filière technique. Et donc ça veut dire quoi, le fait de surveiller les gens qui ont suivi une filière technique par rapport à leurs absences? Ça veut dire quoi en creux? Moi, ce que j'entends, c'est que ça veut dire que globalement ils ont plutôt tendance à sécher les cours, à pas être présents, à je sais pas quoi, c'est des branleurs. Donc, en fait, non, mais ça véhicule un système de valeurs et des jugements de valeurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut questionner, parce que au sens des algorithmes privés qui nous scorent à longueur de temps, mais encore plus les algorithmes publics. Ouais, et ce qu'il faut questionner aussi, c'est les chiffres. On pourrait se dire, et moi honnêtement, avant de venir à l'épisode, je me le disais, bon, ça doit être à la marge, oui, ces systèmes ont tendance à moyenner, à bien gérer les gens qui sont dans une forme de norme finalement, donc ça doit être à la marge, peut-être 80-20 à la Pareto, j'espère même moins, mais ils nous montrent sur Parcoursup que ça serait 40% de 37% de personnes. T'as fait du calcul mental. Ouais, toi, j'ai beaucoup travaillé à cet épisode. 37% de personnes donc qui n'auraient pas de satisfaction finalement quant à l'attribution d'une école supérieure pour la suite de leurs études. Ouais. Et après, donc, se pose légitimement la question on fait quoi, hein? Il le dit, il n'est pas à vouloir jeter les algorithmes. Il dit on en a besoin. En revanche, se poser la question de quel est le but, ensuite vérifier qu'il n'y ait pas de défaillance, qu'on les ait bien programmés. Moi, ce qui m'a fait réagir au tout début... Les critères qui sont dedans aussi, les critères, évidemment, pour être représentatif de la population. Quand il nous dit au début, les calculs sont pleins d'erreurs et plein de défaillances, en fait, ça paraît tellement incohérent, cette phrase, tu vois, le calcul est plein d'erreurs. Alors moi je fais des erreurs de calcul, d'accord, mais le calcul n'est pas plein d'erreurs à la base. Donc non, mais quand on creuse avec cet épisode, on comprend mieux où on va. Et donc la question qui va derrière, c'est qui gouverne ça, qui contrôle, qui tape sur les doigts. Et cette idée d'une gouvernance citoyenne, encore une fois, elle arrive sur la table, elle vient assez souvent dans nos épisodes. Et moi, je trouve ça super intéressant. Mais je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de mal à le croire. Je ne crois pas qu'on aille du tout vers ça. Il prend l'exemple du débat citoyen. Mais je pense qu'il est d'accord avec toi, en fait. Et oui. On ne va pas assez vers ça, alors qu'il faudrait... Et d'ailleurs, si c'est rigolo, parce que quand on y réfléchit bien, c'est aussi une des bases de toutes les techniques d'innovation. La technique mère de toutes les techniques d'innovation, c'est le design thinking. Et la première chose du design thinking, c'est d'impliquer l'éducateur et d'aller observer les situations qui sont sur le terrain. C'est comme si on avait raté finalement cette étape-là et qu'il faut la remettre avec du débat collectif en impliquant directement ceux qui sont concernés. Dans l'industrie, dans ce qu'on appelle le lean management, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « c'est celui qui fait, qui sait ». French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Maintenant, vous en savez certainement un peu plus sur les enjeux des scorings auxquels nous sommes tous confrontés. On espère que cet épisode, j'en ai marre, on espère que cet épisode t'a plu, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes sur YouTube. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lever un pouce sur YouTube, à nous mettre des commentaires, à nous retrouver sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on parvient à véhiculer tous ensemble un esprit critique pour une tech qu'on espère plus éthique. Car comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.